Bonjour, mon nom est Karine Côté. Moi, c'est Jacinthe Dion et nous sommes toutes les deux psychologues et professeurs-chercheurs à l'UQAC. Plusieurs de nos recherches portent sur la violence familiale et conjugale. Notre capsule va donc porter sur cette thématique. Et plus précisément, nous répondrons à une question. Est-ce que le confinement et le déconfinement ont eu un impact sur la violence familiale et conjugale? On sait qu'une des meilleures façons de prévenir la violence familiale et conjugale et d'aider une personne qui en vit, c'est d'être capable de la reconnaître et de savoir ce que c'est. Donc, c'est important de savoir qu'il y a 6 types principaux de violence familiale et conjugale. Les 6 types de violence ont toutes quelque chose en commun et c'est ce qui est écrit en rouge. La violence familiale et conjugale, peu importe le type, c'est toujours un comportement qui vise à contrôler ou à faire du tort à un membre de sa famille. Habituellement, c'est lorsqu'un parent décide de faire du mal à l'autre parent ou à un ou plusieurs de ses enfants. Il y a la violence physique, comme se faire pincer, gifler, la violence sexuelle, comme subir des attouchements ou avoir des relations sexuelles sans le vouloir, la violence psychologique et verbale, comme se faire menacer et se faire rabaisser, la violence économique ou financière, c'est-à-dire que l'autre va utiliser votre argent ou vos biens pour vous contrôler ou mettre de la pression pour signer des documents que vous n'avez pas envie de signer, comme un testament. Il y a aussi la négligence, c'est-à-dire le fait de ne pas recevoir les soins essentiels. Et il y a, comme 6e type de violence familiale et conjugale, la violence envers les animaux de compagnie. Vous savez, la majorité des familles, maintenant, ont un animal de compagnie et 95 des gens le considèrent comme un membre de la famille. La violence envers les animaux peut donc être utilisée pour faire peur et contrôler les autres membres de la famille. Et comme type de violence, ça peut être de blesser volontairement, de tuer ou de menacer de le faire. Avant de parler des effets directs de la COVID-19 sur la violence conjugale et familiale, c'est important de se demander, c'était quoi le portrait de la violence conjugale et familiale avant la COVID-19? Commençons par le portrait de la violence conjugale, qui est à gauche de la CEPA. Donc, la violence conjugale, ça peut arriver dans le monde réel, c'est-à-dire dans notre vie de tous les jours, ou dans le monde virtuel, sur les réseaux sociaux et sur Internet, comme sur Facebook, Instagram, Messenger, etc. Il y a environ une femme sur 3 et un homme sur 4 qui a déjà été victime de violences conjugales et les statistiques chez les adolescents, c'est à peu près les mêmes. Sauf que chez les ados, on appelle ça habituellement la violence dans les relations amoureuses. La violence conjugale peut donc arriver à la fois chez les femmes, mais aussi chez les hommes. Mais chez les femmes, le nombre d'événements de violence est beaucoup plus élevé. Les actes de violence sont plus graves et les conséquences de la violence sont aussi plus graves. Les risques de violence conjugale sont aussi plus élevés chez certains types de personnes, comme les femmes, les personnes de minorité visible, sexuelle et de genre. Et la violence, c'est une roue qui tourne et qui peut effectivement augmenter avec le temps. On remarque aussi que chez 89 des victimes de violences conjugales, il y a aussi la présence de violences envers les animaux domestiques. Donc, quand il y a la violence conjugale et qu'il y a présence d'un animal domestique, habituellement, l'animal est aussi victime de violence. C'est important de savoir ça, car le fait d'avoir un animal de compagnie en danger, ça influence le fait de quitter ou non son conjoint. Les personnes ne veulent pas partir sans leur animal. C'est donc important de dire que les maisons d'hébergement et les maisons pour femmes peuvent vous accueillir avec vos enfants. Mais en plus, elles ont souvent des ententes avec des refuges pour animaux qui, dépendant des situations et des villes, pourront peut-être prendre soin de vos animaux durant la période de temps où vous êtes présente à la maison. Et du côté de la violence envers les enfants, on dit qu'un enfant sur 2 est victime de violences psychologiques dans la famille et qu'un enfant sur 3 va être victime d'au moins une autre forme de violence familiale, comme la négligence, la violence physique. Et du côté des agressions sexuelles, on parle d'une fille sur 5 et d'un garçon sur 10. Ces violences, qu'elles soient conjugales ou familiales, elles arrivent trop souvent et elles ne se voient pas. Et pourtant, elles ont des conséquences vraiment importantes et néfastes pour celles qui en sont victimes, pouvant être de la dépression, de l'anxiété, des troubles de stress post-traumatique, des troubles de comportement, des troubles de santé également. Et ces conséquences se poursuivent jusqu'à l'âge adulte et même à long terme dans les cas de violence conjugale et peuvent conduire jusqu'à la mort. Et maintenant, avec l'arrivée de la COVID, est-ce que c'est vrai de dire que la violence conjugale et familiale a augmenté durant la pandémie? En fait, tout porte à croire que oui. Plusieurs pays ont rapporté une augmentation de la violence conjugale, une augmentation des appels d'aide et de demandes d'hébergement, et même une augmentation des appels d'aide dans certains services pour hommes qui ont peur de commettre des actes de violence. Plus proche de nous, au Québec, la ligne SOS Violence conjugale et les maisons d'hébergement nous ont rapporté avoir reçu une augmentation des appels depuis le début des mesures de confinement,
que ce soit des appels pour de l'aide, des suivis, des informations ou pour établir un scénario de protection. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger si jamais il arrivait quelque chose et que la violence augmentait. Il y a aussi eu une diminution ou très peu de changements concernant les demandes directes au niveau de l'hébergement ou une augmentation des changements d'avis, c'est-à-dire que certaines personnes auraient peut-être aimé pouvoir aller en maison d'hébergement. Malheureusement, elles ont pu avoir certaines peurs au niveau de la contamination de la COVID-19 et peut-être moins envie d'être en quarantaine. Ils ont aussi remarqué une augmentation des visites et des consultations sur les sites Internet. Mais très important, elles ont aussi remarqué des changements au niveau des heures, des lieux et des façons de contacter les maisons d'hébergement, c'est-à-dire que les personnes contactaient davantage via les médias sociaux et elles contactaient davantage en fin de soirée ou durant la nuit. Le CALAC La Maison ISA nous a aussi mentionné avoir vécu une grande diminution des demandes d'aide. C'est sûr que c'était très inquiétant de savoir que dans certains services, il y avait une diminution de demande. Parce qu'on savait bien qu'il y avait des personnes qui étaient victimes ou qui étaient en danger, surtout avec le contexte du confinement. Mais on savait aussi que pour plusieurs d'entre elles, c'était probablement plus difficile ou impossible de demander de l'aide ou bien qu'elles n'avaient pas accès à un filet de sécurité. C'est un peu la même chose du côté de la violence familiale envers les enfants, bien qu'on ait vu une diminution importante des signalements à la direction de la protection de la jeunesse, environ 40 à la grandeur du Québec, et c'est ce qu'on a vu aussi ailleurs dans le monde. En fait, c'est pas qu'il y a moins d'enfants qui sont victimes, mais plus que les demandes d'aide sont difficiles ou encore que le filet de sécurité, comme les enseignants, ne sont pas là pour pouvoir faire des signalements à la DPJ. Même que 36 des jeunes Canadiens mentionnaient être extrêmement inquiets des tensions familiales dues au confinement. Une étude aux États-Unis réalisée auprès de parents rapporte que les parents crient plus, vont plus souvent utiliser des mots durs envers leurs enfants, ou même jusqu'à 5 ont mentionné qu'ils utilisaient plus souvent la fessée, ce qui est quand même inquiétant. Alors, pourquoi la violence aurait-elle augmenté? Bien évidemment, chaque victime pourrait nous mentionner des raisons plus personnalisées en fonction de leur propre réalité familiale et de vie. Mais comme exemple, c'est sûr qu'avec la COVID et avec le confinement, il y a eu une augmentation des tensions, des insécurités et des stresseurs. Et le confinement, c'est difficile pour tout le monde. Sauf que s'il y a une dynamique de violence qui était déjà installée ou qui était dans les débuts, au début du cycle de la violence, c'est sûr que le risque a grandement augmenté. Et le risque augmentait en termes de fréquence, en termes de type de violence, mais aussi en termes d'intensité de la violence. S'il n'y avait pas une dynamique de violence qui était déjà installée ou une dynamique de violence qui était à ses débuts, c'est effectivement possible que de la violence conjugale ou familiale puisse être arrivée, sauf que c'est quand même moins probable. On sait aussi que la violence a souvent lieu au domicile de la victime. Donc, avec la COVID-19 et le confinement, plus de temps s'est passé à la maison et par conséquent, les risques augmentaient de façon importante. On sait que quitter un conjoint violent, c'est déjà difficile sans la COVID-19. Et avec le confinement, comme un prétexte potentiel à la violence et à la séquestration, et le climat d'incertitude et de confinement utilisé comme contrôle, eh bien, c'était encore plus difficile. Avec l'isolement, on a moins d'occasions pour le répit et pour obtenir de l'aide, et encore moins pour dénoncer, et il n'y a pas de filet de sécurité. Les services peuvent donc être plus difficilement accessibles, et quand on a peur, on peut réaliser qu'on est effectivement très en danger si effectivement on demande de l'aide. On a vu que pendant le confinement, il y a effectivement eu une augmentation de la violence familiale et conjugale. Mais qu'en est-il du déconfinement? On se rappelle que l'objectif du déconfinement, c'était une mesure espérée pour pouvoir déceler les personnes vulnérables, à risque ou en situation de violence et pour permettre aux victimes de demander de l'aide. Alors, effectivement, les lignes SOS violence conjugale et les maisons d'hébergement, depuis le déconfinement, ont pu observer une légère augmentation des appels et des demandes d'aide. Mais évidemment, c'est aussi le beau temps et la fin de l'école, donc c'est possible que ça allait influencer et influencer une augmentation peut-être plus rapide qu'il y aurait pu avoir là, du nombre d'appels. Il y a aussi eu une légère augmentation ou peu ou pas de changement pour les demandes d'hébergement. C'est important de mentionner que tous continuent d'être très bien préparés au cas où il y a une deuxième vague. Le CALAX, la Maison ISA, a aussi commencé à observer une augmentation graduelle des demandes d'aide. Du côté de la violence envers les enfants, depuis le déconfinement, on a eu une augmentation importante des signalements.
aide provenant justement des écoles, des milieux de garde et des policiers. Mais malgré cette augmentation-là, c'est pas revenu au même niveau qu'avant le confinement. Et les enfants les plus vulnérables, par exemple des milieux défavorisés, sont ceux qui sont le moins retournés à l'école. On a aussi vu une augmentation des demandes d'aide, mais bien sûr, il est encore trop tôt pour se prononcer sur les effets du déconfinement parce qu'on vient tout juste de le commencer. Maintenant, quand on est parent, on se demande qu'est-ce qu'on pourrait faire, ou quand on est un voisin ou un ami. En fait, on a tous un rôle à jouer pour aider. Chez les parents, c'est vraiment important de rassurer nos enfants, de leur procurer une routine et des règles, ce qui va beaucoup les aider. Et si une situation vous dépasse comme parent, ben, prenez le temps de prendre une pause de 10 secondes, on inspire et on expire 5 fois, et ça permet de se sentir plus calme avant d'intervenir. Si vous êtes une victime ou un proche ou un témoin, qui vous pouvez contacter? La majorité des ressources sont ouvertes 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Alors, en tout temps, évidemment, vous pouvez contacter la ligne 911, la ligne Tel Jeune, la ligne Parents, la ligne SOS Violence conjugale. Vous pouvez aussi consulter les sites Internet de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes et le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Ce sont 2 sites sur lesquels vous pouvez retrouver de nombreuses ressources vraiment aidantes. La ligne d'écoute agression sexuelle, la ligne 811 d'info sociale, le 800 animaux pour la maltraitance et la violence envers les animaux. Évidemment, pour trouver les numéros de téléphone pour faire des signalements ou prendre de l'information à la DPJ, le site Internet. Et contrer la violence, c'est l'affaire de tous. Donc, on peut prendre des nouvelles, même virtuelles, de ses voisins, de ses amis, de sa famille, offrir un filet de sécurité à ceux qui en ont besoin. Et si on vous demande de l'aide, bien, c'est d'écouter, de croire et d'aider par la suite. Et on reste à l'affût. Si on voit quelque chose qui ressemble ou qui fait douter à de la violence, on appelle le 911 ou encore les numéros que Karine vient de vous présenter. Bien sûr, le gouvernement doit aussi agir et des mesures doivent être mises en place, comme par exemple augmenter le soutien financier aux familles et aux organismes communautaires. Il faut outiller tous les intervenants pour qu'ils puissent intervenir et bien sûr mettre en place des stratégies différentes pour rejoindre les familles vulnérables, comme par exemple des services de relève ou de garde d'enfants. Ensemble, demandons à nos gouvernements et aux dirigeants d'agir avec urgence pour protéger les femmes et les enfants contre le risque accru de violence. Enfin, on aimerait donner nos sincères remerciements aux milieux avec lesquels on travaille et qui ont accepté, qui ont pu nous partager des données. Grâce à ça, nous avons pu mieux connaître les effets du confinement et du déconfinement sur la violence familiale et conjugale. Alors, on vous remercie et on demeure disponible si vous avez des commentaires ou des questions.